comme si vous dites d'État. Et pour nous, et d'avoir ou de ne pas avoir, certains prendront en DES. Et j'étais c'est bien, car jeune, mais j'ai pas eu la chance d'être à ce moment. Excusez-moi. Alors, peu, voilà, voilà moi. Donc, en Algérie, puis les années ont passé, croisé de temps en temps en France, par exemple, Congrès national d'analyse numérique, des choses comme ça, et on discutait. Et discutait en français, en kabyle. Moi, j'étais un petit kabyle, moi je suis un grand kabyle. De temps en temps, je m'amuse en disant ça. Et puis, chacun de nous travaillait dans son coin. Moi, j'étais un spécialiste de régularité dans des domaines à coin, c'est internationalement connu. Un des pionniers de cette école Grisbar, Nordine en fait partie, il était dans la lignée. Et puis, donc en 2013, l'occasion s'est présentée. Je dis, Mohamed, je m'intéresse aux solutions très faibles. Dans Lyons, ma jeunesse, les ouverts sont si infinis. Mais dans la nature, il y a très peu d'ouverts, c'est infini, en fait, quand on regarde. Et je dis, est-ce que je peux t'envoyer mon papier, si tu peux regarder bon. Il me dit, oui, oui. Moi, je lui envoie. Et pas tout de suite répondu, parce que Mohamed, toutes ces années-là, était extrêmement pris. À la fois l'ENS Cuba, où il répondait, il donnait des cours, il aidait les jeunes chercheurs, il a sillonné l'Algérie et il répondait à tous les appels, il donnait des cours partout et il s'intéressait à tout le monde. Donc, plusieurs fois, je lui envoie un papier, il me dit, Chérif, là, j'ai pas le temps, je dois lire, je dois faire un rapport de thèse, je dois m'occuper de telle personne. Et en fait, il faut dire que Mohamed donnait beaucoup de son temps aux autres. Bien. Et petit à petit, les thématiques que j'ai commencé à regarder avec Mohamed, bien, ça donnait des chemins un peu comme, vous savez, un torrent qui descend d'une montagne, il passe où il est inspiré, il faisait comme ça avec moi. En fait, les questions de régularité dans les domaines budgétaires, depuis les années 80, il y a l'école américaine qui a énormément investi sur ces questions-là. Va s'intéresser beaucoup aux polygons, mais pas des. Moi, je m'attends d'avoir consulté. Ben, ça me donnait de la chance et ça m'a permis d'avancer. Et donc, je vais vous exposer
peu les parties du travail ensemble. Et juste pour donner un petit peu quelques détails sur l'Inde, on fait des études dans le thème de d'oméga danse dans telle bidule ou d'oméga bar danse dans telle autre bidule. Il faut passer par les lemmes de densité. Sinon, vous faites de l'analyse abstraite qui n'est pas nécessairement en rapport avec les vrais problèmes qui viennent de la physique. N'est-ce pas, mon ami? Bien. Et donc, le problème, c'est qu'on s'intéressait à des situations très critiques. Pour ceux d'entre vous qui ont côtoyé ce genre de choses, ces Sobolev critiques, les H1,5, les H3,5, les H3,5,0, les H3,5,0,0, on va employer un peu plus. Et donc, je sentais des choses, mais je n'étais pas sûr de moi. Donc, à un moment donné, Mohamed d'ailleurs, il a eu une idée pour démontrer que c'était l'oméga et danse dans un espace très fin. J'étais tout content. Et j'ai contacté des collègues pour voir un peu ce qu'ils en pensaient. D'ailleurs, parmi eux, Fabrice, je t'avais envoyé... je t'avais posé la question, Fabrice. Tu m'as dit oui, ça m'a l'air raisonnable, mais, mais je ne... tu ne pouvais pas dire explicitement oui, c'est bien ça, parce que je ne t'avais pas envoyé la démonstration. J'ai contacté Murat, Tartar, etc. Mais, encore une fois, heureusement, j'avais Mohamed avec moi. Et c'est grâce à Mohamed que j'ai avancé et que nous avons avancé. Le travail que je vais vous présenter, sans prétention, si ce qu'on dit est correct, je crois que c'est des choses qui peuvent être très très utiles et qui peuvent ouvrir des portes pour un certain nombre de choses. Aujourd'hui, vous voyez, je vais parler essentiellement de moins delta U égale F dans oméga. Avec U égale 0 ou U égale G. Pardon? Vous ne voyez pas? Donc là, c'est l'équation moins delta U plus U égale F dans oméga. On cherche question d'existence de régularité sur U. Alors, je vais entrer peut-être dans le vif du sujet. On aura l'occasion dans les mois à venir d'organiser quelque chose en la mémoire de Mohamed, parce que, outre que c'est un grand mathématicien, c'est un grand homme. Un petit cabine, un grand homme. Excusez-moi. Allez, je vais avancer. Oui. Ah, j'appuie de ce côté. Ah, pour avancer. C'est le deuxième bouton. Ça a basculé, ça a basculé. C'est bon. Ouais. Ok, merci, ça fait. Voilà mon ami Mohamed. Au revoir. Bien. Voici un petit peu ce dont je vais parler. Je vais faire quelques rappels et donner quelques résultats. On fait ensemble. Je pointe là toujours. Tant que c'est le ah, là j'ai reculé en deux. Voilà. Donc on va s'intéresser à cette équation, moins delta U égale F dans oméga, U égale G, où oméga est seulement Lipschitz.
question a bien sûr été traitée, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis très longtemps. Au début avec des ouverts réguliers, puis avec des ouverts de moins en moins réguliers, Lipschitz en l'occurrence aujourd'hui. Et on va voir des questions de régularité maximale, et puis quelques démonstrations peut-être pour avoir une idée de comment on fait les choses. Et puis je vais parler de toutes les extensions autour d'autres vecteurs. C'est des choses en cours ou qui sont écrites mais pas soumises pour le moment. Alors, je vais faire quelques rappels. Pourquoi c'est comme ça là, l'écran il n'est pas top là. Je vais commencer par donner quelques rappels. Donc, d'abord, dans le cas où l'ouvert est régulier. Voilà. Quand l'ouvert est régulier, enfin, pour un ouvert Lipschitz, vous savez que le Laplacien est un isomorphisme de H10 dans H.5. Si l'ouvert est régulier, et c'est une condition nécessaire, on a aussi l'isomorphisme 2. C'est-à-dire, si le second membre est L2, votre solution H10, elle est H2. Et par interpolation, vous allez avoir des solutions dans les HS pour S entre 1 et 2. Vous faites de la théorie de l'interpolation. À part que quand vous faites de l'interpolation, il y a des cas critiques qui arrivent, c'est au niveau des 1,5, 3,5, etc. Vous voyez que quand vous faites une interpolation ici, là, entre H10 et L2, 1,5, vous tombez sur un H1,5 double 0. Alors que si vous mettez autre chose que 1,5, vous allez tomber sur un dual d'un HS 0 avec un seul 0. Le double 0, qu'est-ce que c'est? C'est que, en fait, c'est UH2, au passage H1,5, pardon. H1,5, c'est la même chose que H1,5 0, dans le sens où V2 oméga est dense dans H1,5. Et là, ρ, c'est la distance au bord. Vous avez cette propriété supplémentaire ici, qui est spécifique au cas 1,5. Donc, l'interpolation vous permet d'avoir des résultats dans les surrelèves fractionnels. Et je ne suis pas... Voilà. Et maintenant, comme d de oméga est dense dans HS plus 1 inter H0, mais uniquement pour les valeurs de S entre 0 et 1,5, vous avez aussi, vous pouvez avoir des isomorphismes en dessous de H1. Le résultat dans les HS, vous voyez 1-S que vous avez là, le 1-S, il est entre 1,5 et 1. Donc ça, c'est toujours la dualité et l'interpolation qui nous ont permis de faire ça. Et dans le cas ici critique, vous avez un double 0. Ça veut dire que si vous prenez un F dans cet espace, il existe un unique U dans H1,5 0, 0, tel que Laplacien U égale. Après, quelle est la condition sur la trace de U? Un U qui est dans H1,5 0, 0, quelle est cette trace? Ça, c'est une autre question. Elle est ouverte en principe à ce jour, et on verra, je donnerai une réponse tout à l'heure. Alors, maintenant, toujours pour revenir à cette extraordinaire école de Grispard, dans les polygones et dans les polyèdres, on a des résultats d'isomorphisme. Par exemple, une régularité H2, ça marche dans les polyèdres et dans les polygones. Mais ça marche modulo cette condition de compatibilité.
Alors, regardez bien cet espace ici. Si à la place de prendre VL2, vous prenez VH1, eh bien, cet espace est réduit à 0. C'est-à-dire H1, 0, harmonique, les fonctions H1, 0 harmoniques, il n'y a que 0. Quelle que soit la régularité de l'ouverture. Mais si la fonction est seulement L2, eh bien, cet espace n'est pas trivial, il n'est pas réduit à 0. Il est même de dimension infinie en 3D. Si vous prenez un polyèdre, en chaque point de chaque arête, vous allez avoir une fonction qui appartient au noyau. D'accord. Et le noyau est de dimension infinie. Donc là, c'est une condition d'orthogonalité. Ça veut dire que le f que vous allez prendre ici, il faut que l'intégrale de f phi soit nulle pour tout phi dans ce HL2. Une des difficultés aussi dans cet espace, Grisbar l'a montré dans ses papiers italiens des années 70, c'est le sens que vous allez donner à V égale 0 au bord. C'est loin d'être trivial. Parce que les fonctions H1 demi oméga, elles n'ont pas de trace en général au bord. H1 demi plus epsilon, ça marche. H1 demi en dessous ou en dessous, on ne sait pas. Quand vous avez une information sur le Laplacien, il y a des choses qu'on peut savoir faire. Dans les ouverts réguliers, ça se passe bien, parce qu'on a les théorèmes de relèvement qu'il faut. Et dans les ouverts peu réguliers, les théorèmes de relèvement de trace, ça ne marche pas. Ou ça marche modulo des hypothèses importantes de compatibilité. Donc, on est dans un univers où tout est différent. Bien. Maintenant, toujours dans ce cadre un petit peu de cas critique. Quand vous prenez une fonction hs de oméga, en général, si vous la dérivez au sens des distributions, vous allez tomber dans hs moins 1 oméga. Après, suivant la valeur de S, s'il est grand ou s'il est petit, qu'est-ce que c'est? Si S-1 est négatif, c'est quoi HS-1? En principe, c'est le dual de H1 moins S, 0. Mais là, vous voyez que quand on dérive, on tombe dans le dual de H1 demi 0, 0 prime, qui est plus gros que le dual de H1 demi. Parce que H1 demi 0, 0 s'injecte de manière continue et dense dans H1 demi. Et donc, quand vous passez au duo, vous avez l'inclusion inverse. Du coup, vous voyez que l'image de H3 demi 0 par le Laplacien, ça va être inclus là-dedans. Et en fait, on démontre alors corollaire 2, pourquoi j'ai mis Moussavi? Oui, c'est ça, parce que ce n'est pas écrit dans les papiers de Grisbar. Le corollaire, c'est que si oméga est polygonal ou polyédral, dans le cas critique qui sont là, vous avez l'isomorphisme. C'est-à-dire que l'image, c'est exactement le dual de H1 demi 0. Et les articles de Grisbar où il fait des choses très très fines, des inégalités entre les dérivés, la norme L2 des dérivés secondes et la norme L2 du Laplacien, il y a des choses très très fines. Il n'a pas regardé au niveau fractionnaire, donc c'est ce qu'on essaye de faire ici. Dans le cadre, pour le moment, polygonal et polyédral. Comment? Bah, tu tombes dans une puissance n, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, la démonstration de ce qui est du résultat là, c'est tout simplement que Grisbar démontre la première ligne pour les polyèdres et les polygones. Et donc, par interpolation, vous avez la ligne 3. Et maintenant, on démontre que l'interpolé n' de ces bidules-là, eh bien, c'est précisément
H1 demi 0, 0 prix. Et maintenant, on va se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans un Lipschitz général. Eh bien, on va essayer donc de caractériser l'image de l'opérateur 7 là-bas, ainsi que celui de l'opérateur 8 un peu plus tard. Néanmoins, par rapport à cette question d'isomorphisme, on a des réponses depuis les années 80-90, par exemple un article de Gerison-Koenig, qui est cité plus de 500 fois, qui dit qu'on a l'isomorphisme neuf. Mais les inégalités sont strictes. Et ils disent que si on prend S égale 3,5, ça ne marche pas, même si l'ouvert est CA. C'est ce qu'ils disent, et ils donnent une démonstration en s'appuyant sur un certain argument. J'y reviendrai dans un petit moment. Alors, l'argument qu'ils donnent pour dire que pour S égale 3,5, il n'y a pas l'isomorphisme, c'est cette fameuse inégalité, la 10. Dalberg, un Suédois, écrit dans un papier que lorsqu'une fonction est harmonique, eh bien, nulle en un point à l'intérieur pour éviter le problème des constantes, on a l'inégalité 10. Le ρ, c'est la distance au bord du domaine. Il écrit ça et il fait une démonstration. Et quelques remarques par rapport à cette inégalité 10. En fait, si vous avez l'intégrale de ρ gradient U carré fini, U est H1 demi de oméga. On peut démontrer que c'est H1 demi de oméga. Et quand une fonction est harmonique, il y a équivalence entre H1 demi oméga et intégrale de ρ gradient U carré fini. Donc en fait, c'est comme s'il disait on a cette inégalité. Et on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il en est de cette inégalité presse. Comment? J'entends pas bien. Ah, le H tilde, c'est... Oui, excusez-moi, c'est H1 demi 0, 0. C'est une notation qui est dans le livre de Grisbach. Hein, c'est H1 demi 0, 0, c'est une deuxième notation. D'accord? Excuse-moi. Bien. C'est que, voilà, merci de ta précision. Une fonction H1 0, si vous la prolongez par 0, en dehors d'oméga, vous restez dans H1. C'est équivalent d'ailleurs. Vous êtes dans H1 de Rn. Une fonction qui est H1 demi de oméga, elle est, son prolongement par 0 est dans H1 demi de Rn, si et seulement si U sur racine de ρ est L2 de oméga, c'est-à-dire l'espace H1 demi 0, 0. Les fonctions de H1 demi 0, 0, elles respectent le fait que le prolongement par 0, vous restez dans H1 demi. Et ça, c'est fondamental dans un certain nombre de calculs que vous êtes amenés à faire. Maintenant, on va mettre f égale à 0, on va prendre la condition Dirichlet non homogène. Là aussi, il y a pas mal de travaux qui sont faits par cette fameuse école américaine, à part que le U égale G, quand ils vont chercher un U H1 demi, ils vont prendre G dans L2 de gamma, mais ils vont donner un sens spécifique à U égale G au bord. Et le sens, il passe par ce qu'ils appellent des fonctions maximales non tangentielles, c'est-à-dire, ils viennent de l'intérieur du domaine et ils approchent, on a quand x tend vers un point du bord, ils regardent la limite de U de x, comment elle est. L'école américaine, je me permets de le dire, ce n'est pas du tout l'école Lyons ou Magenès,
ou Lyons-Magenès. Lyons-Magenès, on fait des formules de grille pour définir des traces. L'école américaine autour de Stein, ils n'ont pas cette culture. Ils le font parfois à leur manière, mais ici, ils ne passent pas par ce type de traces qui vont définir proprement. Si j'ai le temps, j'espère que je vous donnerai quelques détails. Bien, donc on a ce qu'il faut avec les inégalités larges. 1,5 et 3,5. Le KWMP, maintenant, il y a aussi un certain nombre de travaux sur ces questions. Si l'ouvert est C1, vous avez toute la panoplie pour tous les P entre 1 et l'infini. D'accord? Vous avez UWMP. Et la deuxième question, là l'ouvert était C1, qu'est-ce qui se passe pour la régularité WMP si l'ouvert est seulement Lipschitz? Et là, on a des surprises. Et cette question a été posée pour la première fois par le fameux Jindřich Nečas, dont j'ai le plaisir de travailler avec sa fille, Sharka Nečasova, qui est peut-être nous écoute online, mais je n'en suis pas sûr. Elle est invitée à cette conférence, elle interviendra, je ne sais plus, demain ou après-demain. Et donc, il y a une réponse à cette question. Ça ne marche plus pour toutes les valeurs de P entre 1 et l'infini. On est, vous voyez, en dimension 3, ça, ou en dimension 2, vous voyez, en dimension 3, c'est entre 3,5 et 3, ça se passe bien. En dimension 2, c'est entre 4 tiers et 4. Et en fait, la clé de l'isomorphisme tient dans la caractérisation du noyau correspondant. Si vous connaissez le noyau, par le principe tout simplement de l'alternative de Fredholm, vous avez ce qu'il faut en passant par la dualité. Donc, regardez ce bel exemple, d'ailleurs on appelle ça un camembert avec Mohand, c'est lui qui m'a donné cet exemple, Mohand, et cet exemple est très instructif. Prenez un petit camembert, vous voyez un disque, vous coupez un petit morceau de fromage, donc un secteur, vous êtes pi sur alpha. Quand alpha est proche de 1,5, ça veut dire que vous avez le disque, vous êtes proche de la fissure, un disque fissuré. Quand vous travaillez dans un ouvert non lipschitzien, c'est la cata, comme on dit. Ça se passe très très mal. Là, vous avez un exemple explicite d'une fonction harmonique nulle au bord. Elle est dans les WMP pour tous les P plus petits que 2 sur alpha plus 1. Plus P est petit, plus le noyau est grand. Bien. Alors, je vais passer vite pour le reste. Ce que l'on fait dans les Sobolev standards, éventuellement fractionnaires, eh bien, il y a de très jolies choses qui vont compléter cette étude quand on travaille dans les Sobolev avec poids, le poids distance au bord. Et c'est compliqué quand cette distance au bord, le ρ est seulement Lipschitz. Parce que dans les EDP, quand vous voulez de la régularité, oui, c'est pas de la régularité, oui. Et en plus, je parle très fort. Dans les EDP, quand vous voulez faire de la régularité, quel est le moyen? Vous devez dériver. Et quand vous dérivez, quand ρ est seulement Lipschitz, si vous la dérivez trop de fois, ça ne se passe pas bien. Et en plus, les notions de traces, dans un Lipschitz, vous savez définir quelque chose H1 de gamma, et pas H2 de gamma, par exemple. Ça n'a pas de sens dans un Lipschitz. Quelque chose qui est H2 de gamma. Alors, une extension de choses qu'on voit dans la littérature et qu'on a fait avec Mohand. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement.
si au lieu de démontrer des propriétés pour des fonctions dans des espaces de Sobolev, c'est de les démontrer pour des distributions. Vous partez d'une distribution dont vous avez une information partielle sur les dérivés d'ordre élevé, et vous allez récupérer le HK plus alpha, rien qu'avec ça. Donc typiquement, si rho, racine de rho gradient U est L2, vous avez ça, par exemple. Si en plus c'est harmonique, vous avez la réciproque. D'accord? Bien. Pour démontrer ça, c'est des choses que j'ai faites avec Vivette Giraud. Et puis, vous utilisez l'inégalité de Hardy, un lemme de densité et de l'interpolation. Voilà. Vous voyez le premier résultat là-haut. Si vous prenez une distribution quelconque dans un Lipschitz, D' oméga, dont vous savez que le gradient est H-1, bien vous démontrez que votre V, c'est une fonction L2 de oméga. Ça, c'est un cas particulier, il y a des cas beaucoup plus généraux. Et par interpolation, vous allez déduire ce qui est en rouge, par exemple. Bien, je passe sur les détails. Si vous voulez plus d'infos, on pourra discuter. Voilà une propriété qui est extrêmement importante et que j'ai intitulée la propriété de Nechasz, mais bon, c'était connu avant Nechasz, mais c'est dans le livre de Nechasz. Et que dit cette propriété? Prenez une fonction H1. Sa trace est H1 demi. Et si le Laplacien de U est 2, la dérivée normale de U, elle est normalement du dn est H-1 demi, point barre. Mais, regardez, on a l'équivalence. Si U est H1 de gamma, c'est équivalent à dire que dUdn est L2. C'est-à-dire que le gradient complet, il est L2 de gamma. Et c'est équivalence. Typiquement, si U est H1 0, à Laplacien L2, ben vous savez que la dérivée normale de U, elle est L2 de gamma. C'est un résultat qui est intéressant pour d'éventuels cas. Bien, pour démontrer ça, c'est l'identité de Relish qui est ici. Et en fait, il y a plein d'identités de Relish. Plein. Je passe les détails. Et grâce à ce résultat, vous allez avoir récolté plein d'informations sur ce qu'on appelle l'opérateur Dirichlet-Neumann ou Steklov-Poitevin. C'est-à-dire, quand vous prenez une fonction, mettons H1, harmonique, vous regardez la trace de U, elle est H1 demi, et vous associez la dérivée normale de U. Donc Dirichlet to Neumann. Eh bien cet opérateur a énormément de vertus, en particulier des vertus de propriété et aussi de bijectivité. Et puis il est utile, il est très utile, je ne peux pas donner de détails. On fait de la dualité pour avoir celui-là. Il est auto-adjoint en fait, et on fait de l'interpolation pour être dans les HS. Bien, maintenant, si vous avez une fonction Hn demi, il n'y a pas de trace en général pour les fonctions Hn demi. Quelle est la condition minimale que l'on peut mettre pour définir une trace? Eh bien, dans le travail qu'on a fait avec Mohamed, la condition minimale, si V est là, le gradient de V est dans le dual de Hn demi 0, 0. Mais si vous prenez juste celui qui est un petit peu inclus dedans, eh bien vous démontrez que V est L2 de gamma. Et donc, comme conséquence,
les fonctions de Hn demi 0, 0, elles sont nulles au bord au sens L2 de gamma. Et cerise sur le gâteau, les fonctions H3 demi 0, 0, non seulement ils sont nuls au bord, mais leur dérivée normale est nulle au bord. Bien, je passe les détails. C'est une simple intégration par partie, une démonstration, plus les propriétés qu'on a vues précédemment. Maintenant, je vais introduire un résultat qui est relativement récent, démontré par Gebona-Krasuki, Boufa-Gemona et complété par Mazia et compagnie. Et puis très récemment, avec Nordine et un de mes étudiants qui est à l'ENS Constantine, donc Bassem Bahouli, on a regardé les trucs à l'ordre supérieur. Que dit ce résultat? Si vous avez G0, H1, G1, L2, si vous avez la condition supplémentaire là-bas 14, eh bien, vous pouvez trouver un relèvement H2 qui vaut G0 sur le bord et dont la dérivée normale, c'est G. Vous voyez ici que ça, si V égale G0 et dV dN, c'est ça, ça c'est rien d'autre que le gradient de V au bord. Pour avoir VH2, le gradient de V va être H1. Donc il est naturel que son gradient soit H1 demi. C'est une condition nécessaire, mais il a été démontré qu'elle est suffisante. Ça, c'est un résultat extraordinaire qui dit théorème de relèvement, dit je peux définir des traces à certains niveaux. Et là, c'est 2010, la démonstration générale. Si vous voulez aller regarder Mazia, machin, enfin, moi, quand je regarde, je comprends rien. Donc, je préfère lire d'autres preuves qui sont plus accessibles. Mais bon, le résultat est intéressant. Alors, et du coup, ça permet de faire, comme je disais, de définir des traces, en particulier en passant par cet espace ici, des champs de vecteurs H1 demi à composante tangentielle égale à 0. Si vous prenez U nul au bord, le gradient de U, typiquement, il est là-dedans, si U est H2. D'accord. Bien. On peut relever un champ là-dedans par un U H2. Et voilà justement une formule de Green. Je rends un hommage à Vivek Giraud qui m'a appris les formules de Green quand je faisais ma thèse à Paris. Et là, vous voyez, vous avez une formule de Green comme on a l'habitude de les voir. On ne sait pas définir la trace de V sur gamma, parce que vous voyez, je teste V avec le gradient de phi, c'est un vecteur le gradient de phi. Et donc je lui colle un Vn. Si vous êtes dans le cas régulier, Vn gradient phi, le gradient phi, ce n'est rien d'autre que d phi dn n, parce que phi est nul au bord. Et le n scalaire n, ça va vous donner 1. Donc, il y a, ça va nous permettre de définir proprement les traces pour les fonctions L2 à Laplacien. Le Laplacien est en principe dans H-2. Mais ici, si on le prend un peu mieux, on va donner un sens, grâce à cette formule, à la trace de V, mais plutôt de Vn. Et ça, c'est ce qui nous différencie de ce que font les Américains avec cette idée de la fonction maximale non tangentielle. La trace non tangentielle. Bien. Non, je me suis trompé. Voilà, quand l'ouvert c'est 1, 1, la formule elle est là. Bien. J'en viens maintenant à quelque chose qui me tient particulièrement à cœur.
Et c'est quelque chose qui n'est pas encore publié, comme tout ce que je viens de raconter d'ailleurs. Nietzsche a montré un certain nombre de propriétés. Quand vous avez, vous voyez cette chose ici, vous avez E dans LP de gamma. Mais il y a ici le cas critique, alpha égale P moins A. Donc, vous voyez, si vous êtes là, eh bien, on n'a pas de trace parce qu'on est dans le cas critique. On n'a pas de trace dans L2 de gamma. P égale 2, ça marche pas. Avec ça. Alpha égale 1, P égale 2, ça ne marche pas. C'est Nietzsche. Et Nietzsche, il est, en plus, il exhibe un contre-exemple. Voilà, tout ça. Et il se trouve que les Américains, ils disent, si on rajoute Laplacien U égale à 0, ça marche. Et nous, on dit, ça ne marche pas. Et on fabrique un contre-exemple. Et notre contre-exemple, alors il est où notre contre-exemple? Je ne l'ai pas montré, j'ai l'impression. On fabrique un contre-exemple, je crois que je ne peux pas... oui, voilà. Je peux pas, voilà, le contre-exemple, il est là en fait. On va travailler dans un carré et le côté du bas, on va prendre une ligne brisée, epsilonesque. Première bisectrice, deuxième bisectrice, enfin façon de parler, epsilonesque. Donc, on va travailler dans un polygone dont le nombre de sommets, de coins, devient infini, quand epsilon tombe. Et en fait, on va s'apercevoir que la norme L2 de gamma epsilon, de gamma epsilon, elle va filer vers plus l'infini, alors qu'avec un U epsilon qui est harmonique, H1,5, et dans l'intégrale de rho epsilon gradient U epsilon carré, elle est bornée. Donc le membre de droite est borné, le membre de gauche file vers l'infini. C'est pas possible d'avoir une égalité en question. Et pour arriver à une fonction harmonique, on utilise le théorème précédent dans les polygones pour les trucs H3,5, H3,5. On a fait les calculs en détail. On a même l'inégalité. Regardez, c'est en ln moins ln epsilon que ça diverge. Ça diverge très très lentement. Voilà, donc j'ai pas le temps de donner des détails. Et ici, on va parler maintenant de la régularité H2 dans les Lipschitz. Puisqu'on a vu que dans les polygones et les polyèdres, ça marchait. Qu'est-ce qu'il en est dans les Lipschitz? Eh bien, voilà le résultat. Le même résultat que dans les polyèdres et les polygones. Le même. Pour faire la démonstration, c'est de l'analyse fonctionnelle. On va considérer l'espace H1,0 laplacien L2, on fait un certain nombre de calculs. Je n'ai vraiment pas le temps de vous donner la démonstration, je fais défiler rapidement. Il y a des lemmes de densité, il y a du lax Milgram ou du RIS, des choses très standards d'analyse fonctionnelle. Oui. Je vais finir là. Donc, dans les Lipschitz, on obtient le même résultat. Et ce résultat, dans la littérature, si vous allez dans la littérature, on vous dit c'est pas possible. Donc nous, on écrit que c'est possible. On a soumis notre papier. Une première fois dans telle revue, une deuxième fois dans telle autre. Pour le moment, il n'est pas passé.
on a visé très haut, on est descendu un peu, on attend une réponse qui devrait arriver d'ici 3-4 mois au maximum, j'espère. On verra si ce qu'on dit est correct. Donc je prends des gants quand même. Il faut être prudent. Alors, je vais descendre. Il y a juste une chose que je voulais dire, c'est que quand vous résolvez un Laplacien dans H3,0,0, c'est avec U et des UDN nuls au bas. Mais avec un F qui vérifie des conditions de compatibilité. Et ça, c'est des choses qu'on voit très très peu et qui peuvent être très utiles pour ceux qui font du contrôle. On a amélioré la condition de Nechasse. Au lieu de L2, on met un espace plus gros. Ça marche encore. De l'interpolation, des choses comme ça. Voilà, l'extension de la propriété de Nechasse, toujours. Et, comment dire, j'ai exposé une partie, mais il y a plein de résultats pour les Sobolev avec quoi. Il y a les Very Weak Solutions, tout ce que vous... Lyons Magenès, c'est un livre extraordinaire, le tome 1 en particulier, mais le problème, c'est que l'ouvert est considéré tout le temps c'est infini là-dedans. On peut revisiter ce qui est écrit dans ce chapitre de Lyons Magenès, les Very Weak Solutions. Je ne vous ai pas parlé du problème de Neumann, mais on a un certain nombre de résultats. Et au départ, on voulait regarder ce qui se passe dans les domaines C1.1. Donc on a des choses dans les C1.1. La régularité maximale, c'est H5,5. Ça se diffuse. Il y a le cas de la théorie LP. Il y a des choses que je vais rédiger prochainement, malheureusement, sans Mohand. Et puis, pour ceux que ça intéresse, pour le bilaplacien, il y a de très jolies choses aussi, mais qui ne sont pas terminées. On peut faire du Dirichlet, du Neumann, des espèces de conditions comme celles qu'on voit ici, là, qui interviennent en élasticité, des choses comme ça. Et on peut en particulier étudier l'opérateur Dirichlet-Neumann. Voilà des perspectives. Et puis, je ne l'ai pas mis dans mes slides, mais bien naturellement, ce talk, je le dédie intégralement à moi. Alors, pour te répondre, je peux te montrer un papier très intéressant justement de Dalberg. Lui, il regarde effectivement la fonction de Green pour le Laplacien dans un Lipschitz et il montre la chose suivante, que pour tout P supérieur à 1, tu peux trouver une fonction f et l'infini de oméga, d'accord, telles que les dérivées secondes, alors les dérivées secondes de la fonction de Green ne sont pas dans L, dans aucun L. Il fait ça avec la fonction de Green. Mais il utilise des arguments d'analyse harmonique. Il y a des inégalités que je ne maîtrise pas. Et j'ai essayé d'ailleurs de trouver une démonstration à son résultat. J'ai une jolie démonstration, mais pour les valeurs de P plus grandes que, alors il y a 4 tiers ou 3 demi,
ou on va dire 2n sur n, n-1 ou n plus 1, je ne sais plus. J'ai une technique, mais pas pour toutes les valeurs de t. Lui, il passe par les fonctions de Green et il fait les choses, encore une fois, avec une technique d'analyse complexe et d'analyse harmonique. J'ai envie de dire oui, mais avec Lisa Santos qui est ici, et c'est aussi un travail en collaboration avec Mohamed, on a commencé à aller vers le divagrade, avec un A pas sympathique, parce que ça intéresse les gens qui font des applications. On a des choses avec le divagrade. On a des choses que je fais avec des gens de Rennes, Lewandowski et ses étudiants, avec des div rho puissance alpha grade. Où rho est la distance au bord et le alpha, il faut regarder. Et on s'intéresse uniquement aux cas pathologiques, bien entendu, parce que les cas pathologiques, c'est-à-dire les cas compliqués, ou juste là où ça ne marche pas. Il y a ce qu'ils appellent, il y a des gens qui appellent ça les flat domaines, je crois, ou les domaines de Rothenberg. Je ne sais pas si c'est à ça que tu fais allusion. Il y a des travaux, mais j'avoue que j'ai regardé quelques-uns, c'est assez costaud. C'est plus difficile encore que dans le cas lipschitien. C'est plus compliqué. Il n'est pas lipschitien. Il y a des bords fractaux. Il n'est pas lipschitien, effectivement. Mais il y a des résultats qui restent vrais. Mais j'avoue que là, on a suffisamment à faire déjà pour faire un travail à peu près correct dans les lipschits. Là, je crois qu'on va laisser les jeunes s'occuper de ce genre de... Enfin, moi, j'ai... Oui. Ok. Okay. Ça c'est le... Ça ne marche pas. Oh. Ah. Ok. Ok, d'accord. So, welcome everybody. Thank you very much for the invitation and for the possibility to present our recent results on optimal Korn-Maxwell-Sobolev inequalities, which is based on joint works with Franz Gemeineder from Konstanz, Patricio Neff from Essen, Stefan Müller from Bonn, and Jean van Schaftingen from Leuven. Let me start by considering the formation of a rigid body omega. In the linearized approach, it can be written as the identity plus the displacement vector field U. Then, the symmetrized gradient of U takes over the role of the infinitesimal strain tensor
such that the corresponding elastic energy is of the following form. Okay, the form is below. Recording in progress. Okay, so un moment, s'il vous plaît. J'ai compris. So the elastic energy is of the presented form. To prove then coercivity of the appearing bilinear forms, one needs the so-called Korns inequalities, which says that one can bound the LQ norm of a gradient already by the LQ norm of its symmetric part, provided that suitable additional conditions are fulfilled, like a vanishing boundary condition or an integral condition. And then, after establishing coercivity, the well-posedness of suitable minimization problems follows, and one obtains existence, uniqueness, stability, and a priori estimates of the corresponding solutions. This strategy was developed by Arthur Korn more than 100 years ago in the framework of linear elasticity, and was later generalized by many authors in the LQ setting to the fluid mechanics and the Stokes problem. However, Korn's inequality fails for the borderline cases q equals to 1, as follows from the work of Ornstein, and q equals to infinity, as follows from the work of Mityagin. Also, during the past 100 years, there have been many different proofs and various generalizations of the Korn's inequalities, including the following one. The trace-free Korn's inequalities by Reshetniak, the geometrically nonlinear counterparts by Friesike James Müller, and the improvements by Conti, Dolzmann, Müller, the case of non-constant coefficients by Neff and Pompe, and the mixed growth setting by Ginster, Conti, Garoni, and the incompatible tensor fields by Neff and co-authors, including myself, in Orlich spaces by Lars Diening and co-authors, Forest BD functions with small jump sets by Manuel Friedrich, in thin domains by Marta Lewicka and Stefan Müller, John domains by Ricardo Duran and co-authors, etc. and so on. The list is far away from being complete. And for example, also Sherif has a paper with Sierle, Christine Mardar, where they have shown that these Korn-type inequalities, there are there is a close connection to other fundamental theorems like the Poincaré inequality, the Lyon's lemma, nature's estimate, etc. and so on. So, however, a complete list of the possible part maps which may, appear on the right-hand side of the classical Korn's inequalities follows from the Calderon-Zygmunt theory. Namely, this part map here, A actually could be between any finite dimensional, Monsieur, j'ai compris? This A could be mapped between any finite dimensional vector spaces, but just to avoid visual noise, I will stay mapped between square matrices, okay? So this part map A appears on the right-hand side of a Korn-type inequality if and only if A induces an elliptic differential operator, meaning that the corresponding symbol map is injective. So, however, in my talk, I will focus on the case of incompatible tensor fields. Okay, so where do they appear? First of all, in real life, we have more than just elastic deformations. And if we have plastic deformations, then, again, in a linearized approach, we consider the decomposition of the displacement gradient into a non-symmetric elastic distortion, the non-symmetric plastic distortion. And the energy has then the following structure, where these locations are modeled by the control of the curl of P, which enters the plastic energy part. Another field of applications are extended continuum models like the Relax micromorphic model developed by Neff and coworkers. Here, the microdistortion takes over the role of the plastic distortion, and the last term is the curvature energy term. The Relax micromorphic model is interesting since it allows to capture or to describe the microstructure-related frequency band case. So, which Korn's inequalities come into play? First of all, the classical Korn's inequalities strongly rely on gradients not being arbitrary matrix fields. Indeed, there is no positive constant C such that you can bound the LQ norm of a generalized field by the LQ norm of its symmetric part, right? Even if we assume vanishing boundary conditions, think of skew-symmetric matrix fields.
meaning that we need a correction term on the right-hand side which captures this incompatibility or curl freeness, and indeed we can just take the curl. However, the curl could appear here with a different integrability, P. But if we are on the whole space in terms of scaling, Q should be the Sobolev conjugate exponent of P. And if we test this inequality with gradients, so the curl of the gradient is 0, then we gain back the classical Korn's inequality. So this reduction to Korn, the presence of the curl, and the appearance of the Sobolev conjugate exponent explains why we call this type of inequalities the Korn-Maxwell-Sobolev type inequalities. And the main issue is the following. For a given space dimension n and integrability P, and in algebraic part map A, again, just on the slides between square matrices, but this could be any finite dimensional fields, and the linear homogeneous kth order differential operator to classify all these cancellations of n, p, a, and b such that the desired KMS inequality holds true with the correct scaling. Okay, before presenting the complete classification, let me summarize some results that appear in the literature. Start with the case when p is greater than 1. P was the integrability of the correction term. So first I want to mention the work by Dr. Arnold and co-authors from 1984, where they stayed in 2 dimensions, and in the L2 setting they took the part map A to be the trace-free part, the deviatoric part, and B there was the divergence. And they used, okay, not precisely this KMS inequality, but a similar one to prove or to obtain error estimates in the mixed finite elements method. This technique was also later generalized by Carstens and Dolzmann. So also Chai and co-authors in 2010 considered also the def-diff case, but in 3D, and they used these KMS type inequalities to study the stationary Stokes from numerical perspectives. Patrizio Neff and co-authors, including myself, has written several papers where the correction term B was the curl, and we most of the time considered when A was a symmetric part or trace-free symmetric part, but also related inequalities like the def-diff case in all dimensions. See the paper by Bauer, Neff, Pauli, and Starke. Gmeiner and Spector gave a complete classification of the possible part maps which may appear when the correction term B is the curl and we stay in 3D. And finally, I want to mention our joint work with Stefan Müller and Patrizio Neff, where due to algebraical reasons we stayed in 3 dimensions. I will come to it on a later slide. And we considered the case when the A was a symmetric part and the correction term was only the trace-free symmetric part of the curl. Okay, we will also discuss what this means. However, these KMS inequalities were developed most of the time separately. But now we have understood how this part map A and the differential operator B have to interact. And we gave a complete characterization, which is the joint work with Franz Gmeiner and Patrizio Neff, in all dimensions, and we start here with the case when P is greater than 1, but also allowing for higher order differential operators like Kirinos incompatibility, tensor curl, curl transpose. Okay, so in my talk I will focus on Korn-type inequalities of the first kind, meaning that we have 0 boundary conditions, and we refer to our paper if you're interested in Korn's inequalities with the second type or Korn's inequalities with a normalization condition. Okay, so here our goal is just to prove this type of inequality where this function space CKP is chosen in such a way that this inequality scales suitably. So for example, if B is the first order differential operator, then CKP should be the Lebesgue space with the correct scaling with the Sobolev exponent. And if K is greater than 1, so B is a higher order differential operator, then CKP should be the homogeneous Sobolev space. Okay, before addressing this classification, let me touch 2 borderline cases explicitly.
So first of all, if B, this differential operator, is an elliptic differential operator, then this K-Mason inequality is trivially satisfied. This follows from elliptic regularity, and A could even vanish. However, on the other side, if this differential operator B is 0, then the K-Mason inequality holds true if and only if this part map A is injective. And between these two borderline cases, a non-trivial obstruction is given by the following example. So consider a CC infinity function phi, and take this matrix field P phi, which is just phi multiplied with the identity. Then the matrix curl of this matrix field is this skew symmetric matrix, meaning that the deviatoric part of P phi is 0, yeah, we have the same entry in the diagonal, and the symmetric part of the curl of P phi is 0, and we cannot have a K-Mason type inequality with this particular choice of depth and Zim curl. So not all possibilities or constellation can occur. Okay, so let me present the precise conditions that if we have an integrability P which is between 1 and n, and A is a linear part map, again on the slides you can think of any finite dimensional spaces, but just to avoid visual noise we consider of square matrices, and B a linear homogeneous case order differential operator. It appears in this K-Mason inequality with the correct scaling if and only if B is what we call reduced elliptic relative to A. So meaning what? It's not elliptic on the whole space, but on a subspace, namely the kernel of A. So in the precise algebraic condition is that the intersection of the kernel of A with the wave cone of B is trivial and contains only 0. Okay, let me maybe be more precise on an example which was also observed by Dumitry Agiba from Yash. So take this combination. So A is the symmetric part and B is the curl. Yeah, so what is in the kernel of the symmetric part? Of course, all skew symmetric matrices. Yeah, and what is in the kernel of B? So B is the curl kills the gradient. So the kernel of B consists of all rank 1 matrices. And since there are no non-trivial rank 1 matrices, skew symmetric rank 1 matrices, the intersection contains only 0. And the condition is satisfied, and yes, indeed, we have this K-Mason inequality with Zim and curl. Yeah? Okay, let me say a few words about the proof. And also on the slides, I will consider only the case when the integrability is K, then the differentiability, so if B is the first order differential operator, so K is equal to 1, if B is a higher order differential operator, then we have to consider higher order derivatives. And yeah, this is straightforward, and I would refer to our paper. Also, the necessity of ellipticity follows from the necessity of ellipticity in Sobolev types inequalities, and was shown by Jean von Schachtingen. So here, our goal is just to prove this inequality from our assumptions. Okay, and to achieve this, let's consider an algebraic split of our matrix field P with respect to this part map A. So what do? We project P onto the kernel of A and to its orthogonal complement. And then, yes, A restricted to the orthogonal part of the kernel of A is injective, yeah? Meaning that we have even this pointwise estimate of this second term. And of course, we could add the remaining part on the right-hand side. So this is the good part. So the bad part here is this projection on the kernel. What do we do? But here we have that the kernel B is an elliptic differential operator, and here we can then use the results from elliptic regularity theory, which says that one can indeed bound the LP star norm of this projected part by this here elliptic operator acting on it in the homogeneous W minus 1P star norm. And then let's add the remaining part on the right-hand side, and yeah, we have to estimate again both terms. In the first, we use that LP embeds compactly in W minus 1P star when P is greater than 1. And for the second term, we just get rid of this differential operator by lifting it to the LP norm, LP star norm. But again, if we combine both inequalities, we obtain our desired K-Mason inequality.
However, I want to focus again your attention on this last step. This holds only true when p is greater than 1. This is wrong when p is equals 1 because there is no such embedding. So this is meaning that the p equals 1 is a more problematic case. Okay, let's start with an example and take this differential operator not to be an arbitrary differential operator but just a curve. Meaning that we have this type of inequality and q is the Sobolev exponent of 1, so this is n over n minus 1. So we want to prove this inequality. Okay, let's test it again with gradients. If we test it with gradients, then we obtain the classical constant inequality. And from the Kaldrum-Dickmann theory, we know, yes, A must induce an elliptic differential operator. So the question is that also sufficient? And before I answer this question, let me summarize the results that were known in this direction. So first of all, there was this paper by Garoni, Leoni, and Pansiglioni from 2010, where they proved that, yes, this KMS inequality holds true in 2D and A being the symmetric part. By the way, this is really hard to show it in 2D. Well, you will see it on the later slides. Conti and Garoni showed, okay, this inequality also persists in higher dimensions, with A being the symmetric part. And finally, Gmeiner and Spector have shown that, yes, in 3D, ellipticity is also sufficient for this L1 KMS inequality. However, the picture changes completely in 2D. In 2D, ellipticity is not sufficient, and this is shown by the following example. So take A to be the deviatoric symmetric part, so the trace-free symmetric part. And let's phi be C infinity function and consider this matrix P phi, which has entries which are partial derivatives of phi, where they are chosen or arranged in such a way that the deviatoric symmetric part of P phi is 0, and the kernel of P phi is minus the Laplacian in one component and 0 in the other. So meaning that the validity of our desired KMS inequality in 2 dimensions with B being the curl would imply, and A being this deviatoric trace-free symmetric part, would imply the contradictory estimate of the L2 norm of a gradient by the L1 norm of the Laplacian. Yeah? Again, recall we are in 2D, and this last inequality is seen to be false by just taking regularizations and smooth cutoffs of the fundamental solution in 2D. So meaning that yes, at least in 2D, we need a stronger type of ellipticity. And here comes our classification. In 2D, when the correction term B is the curl, so this part map A appears in this L1 KMS inequality with B being the curl, if and only if in 2D A is C elliptic, so induces a C elliptic differential operator, and R elliptic in dimensions greater or equal than 3. So let me again recall what these ellipticity terms mean. So R ellipticity means that the corresponding symbol map is injective over Rn for all real valued psi, and C ellipticity means that the corresponding symbol map is injective over Cn, where psi is now also allowed to be complex value. Again, let me give some examples. So the classical C-elliptic differential operators are the gradient, the symmetrized gradient, or if you want of higher ordered differential operators takes a Hessian. R-elliptic operators are, for example, also the trace-free symmetric part in all dimensions, but the trace-free symmetric gradient is C-elliptic only in dimensions greater or equal than 3. And this is precisely what we have used to construct our counterexample. Or think of the Laplacian. It is R-elliptic in all dimensions, but not C-elliptic in any dimension. Okay, maybe that's a good point to pause for a moment and to recall actually how we understand this generalized matrix curl. Yeah, and let's start by considering the curl in 3D. And yes, okay, from the Hamiltonian calculations, maybe one can construct or see the curl based upon the construction of this cross product. So the cross product in R3
this is linear in the second component, meaning that we can write it, the cross product, as multiplication with a matrix, for which we denote NTA. By the way, this notation is not, okay, there are many notations for this matrix during the past 70 years, maybe in the literature. But NTA, the term NTA is chosen since the matrix turns out to be skew symmetric and has this expression. And then, yeah, we can think of the curl, which is just from the symbolical point of view, okay, which is justified by Fourier analysis, just the cross product of the vector differential operator nabla with the vector field U. And we can rewrite it as NT-nabla acting on U. And here we have a matrix multiplication, and this allows us then to also understand the matrix curl by the curl applied row-wise. So this would be acting from the right-hand side, and in matrix notation just P times NT minus nabla. And the minus comes from the fact that we are acting from the right-hand side. Yeah? So the cross product is anti-symmetric. Of course, we could also consider differential operator where this action is from the left-hand side, but this would not kill the gradient. So this is the more interesting differential operator. And again, then from this matrix notation, we can also reconsider this incompatibility terms of curl transpose, which is in this calculation just the simultaneous application of the cross product both from the left and the right. Actually, from this algebraical point of view, neither the minus nor the transposition are needed, but this is okay, it remains due to historical reasons. The interesting fact is that with these matrix notations, we can also, of course, recover the classical decomposition of the vector Laplacian directly into a gradient and to a curl part. And having obtained this, we obtain the Helmholtz decomposition or derive the Helmholtz, etc., and so on. And now that's a good point to recover this construction also in all dimensions or in higher dimensions. And as you see, the most important point was, okay, how we understand the generalized cross product in dimensions. Okay, actually there are also many possibilities in the literature. The one I want to present is basically in the index-free notations, yeah, if we switch to this matrix multiplication. But let's first start to define it inductively. So if we are in R2, the generalized cross product of two vectors from R2 gives you a scalar. So you see you take two vectors from R2 and it gives you a scalar. Yeah? So you change the dimension. This did not happen in 3D. You take two vectors in R3, take their cross product, and you remain in R3. So this is the main difference. And then the generalized cross product of vectors in Rn, okay, you just consider the first n-1 components and take their cross product, and then take bn a bar minus an b bar. And again, you then are in the space Rn times n-1 half. And this is a different space than Rn, or only for 3 it's the same space. Yeah? So again, you are now in a different space. But again, this cross product is also linear in the second component, and we can write it as a matrix multiplication, for which we will denote it by double brackets. So, and again, this matrix is not a square matrix. So now, okay, we can generalize the curl, which is just, again, the generalized cross product of this vector differential operator with the vector field. And in matrix notation, the same. And then the matrix curl is, again, this row-wise application of the curl. But no, we have now nor minus, and also the transposition remains. So the main, okay, it remains here because in 3D we had this skew symmetry of the matrix. And also in 3D this was a 3x3 matrix. Yeah, here it's not a square matrix, so that transposition should remain there. And again, we could also recover the incompatibility tensor as action both from the left and the right. But the more important fact to us is that, again, with this structure, we can deduce a decomposition of the vector Laplacian
into a curl-free part and a divergence-free part. Then, having established this, also derive the Helmholtz decomposition. And this is precisely what we are going to use. Yeah, so let's come to the proof in dimensions n greater or equal than 3. And as I said, we consider this decomposition of the vector matrix field P into a curl-free part and a divergence-free part. Let's consider with the start with the curl-free part. The curl-free part actually is a gradient, right? And for gradients, we have the Calderon-Zygmunt theory, which says, okay, if A is elliptic, induces an elliptic differential operator, then this inequality is satisfied. But here, the gradient was our curl-free part, and then let's recover or rewrite it with our Helmholtz decomposition. On the right-hand side, meaning that the only thing that we need is to show that one can bound the L1 star norm of the divergence-free part by the L1 norm of the curl of P. But this is a known result. This is some Bourgain-Brizy's type estimate, which says precisely what we want to have, that you can bound the L1 star norm of the divergence-free field by the L1 norm of the curl. And since our matrix curl is a row-wise application of the curl, voila, you recover or you obtain the L1 K-Mass inequality in dimensions n greater or equal than 3. Okay, the problematic case is in 2 dimensions because this estimate is wrong in 2D. So in 2D, we need a different approach. And you have seen that, okay, we need stronger type of ellipticity. Okay, so this is our goal in 2D. So the Sobolev conjugate exponent of 1 in 2D is just 2. And in order to obtain, yeah, so what happens actually in 2D? In 2D, the curl behaves basically like the divergence. Okay, I will also comment it on a later slide, meaning that it has weaker properties. I will also say which weaker properties. Yes, and so the differential operator B is weaker, so we need stronger condition on the part map. And this is precisely what we have shown, that for this constellation of P and N being 1 and 2, we need C ellipticity. And it's necessary and sufficient. However, I will not go into the details. I just want to say that our arguments relied on a strong Bourgain-Brizy's type estimate, which says that one can bound the homogeneous W-1,2 norm of a vector field by the homogeneous W-2,2 norm of the divergence plus the L1 norm of this vector field. Okay. For those who are interested in the details, I would refer to our paper which appears in Calcula PDE, or you can watch my talk from the SPP meeting, which was recorded and is available on YouTube. Here, I want to present you a more general result, which also recovers this situation. Okay, let me first come back to the slide where we have these examples when P is greater than 1. And let me spoil you and say yes, all these examples also hold true if P is equals to 1. Especially, I want to emphasize this result with Stefan Müller and Patricia Neff, because with our techniques, okay, our argument there was based on a Lyons-Lemma-Ronechas estimate, which also Sharif mentioned in his talk. So this could be used to obtain also K-Mass inequalities. But with these techniques, it was not possible to us to extend it to this borderline case. And I will also mention on the later slide while actually this case is so interesting and so maybe difficult. Okay, please remember there is a depth zone, so the trace-free symmetric part of the curl. I forgot to mention when we had this algebraic reconstruction of the matrix curl in 3D, yeah, so we had this matrix multiplication. So in 3D, you take a 3 by 3 matrix, apply the curl on it, and you gain again a 3 by 3 matrix. And this is very important because this means that you can consider its trace, its symmetric part, trace-free symmetric part. Yes, so this is special for 3D. And here comes the complete answer, and the borderline case P equals to 1. This is still an ongoing work with Jean van Schaftingen from Louvain and Franz Gemeindeder from Constance. But we could obtain the complete characterizations in all dimensions, and also again allowing for higher order differential
Operators. Okay, actually, okay, we need just to finalize the paper and upload it on archive. Hopefully next week or the week after. So, okay, let's maybe, before I present you the ideas of the proof, let me recall what our technique was in the two-dimensional case when the correction term B was a curl. Yeah, our argument relied on this strong Bourgain-Brizy type estimate with this divergence of F. And it turned out that it was the generalization of this strong Bourgain-Brizy, which was given by Jean von Schaftingen, which was useful to prove also the L1K Mason inequalities. Namely, the strong Bourgain-Brizy estimate also remains true for all co-canceling operators. Okay, hold on. What are co-canceling operators, right? So many names. So let me recall. And the differential operator A is called canceling if and only if the intersection of the images of the symbol maps contains only 0. And the differential operator A is called co-canceling if the intersection of the kernels of the symbol maps contains only 0. Okay, let me again maybe motivate it by giving a few examples. So canceling operators are all C-elliptic operators like the gradient, the symmetrized gradient, etc. and so on. But also the curl in dimensions greater or equal than 3, meaning that also the matrix curl in dimensions greater or equal than 3 because it's a row-wise application. And as I said, in 3D we have this additional structure that is again a square matrix, meaning that we can consider its deviatoric trace-free part. This is again a cancelling operator, but also the symmetric part. You see one guy is missing, the trace-free symmetric part, and indeed not cancelling are the curl in 2D, as I said, it has weaker properties. And since it behaves like the divergence, and the divergence is also an example of a not cancelling an operator. And also this trace-free symmetric part of the curl is not cancelling. By the way, it's also not really easy to show this. But anyway, and co-cancelling operators finally are all elliptic operators like the gradient, symmetrized gradient, or all trace-free symmetric gradient, but also the divergence. And you see, yes, indeed, Jean's result is suitable generalization of the strong Bourgain-Brizy type estimates for all co-cancelling operators. And again, maybe you could imagine from the slides I presented this, yes, if we have a cancelling operator, like the curl, you have seen the proof, yeah, of this L1K Mason inequality. Okay, maybe this holds true for all cancelling operators. But I said that, okay, this even holds true for the trace-free symmetric part of the curl. So the question is, what is actually the magic then behind this? And here comes the complete classification. So this differential operator B appears in this L1K Mason inequality if and only if B, of course, is reduced elliptic, so this we need always, and reduced cancelling, so cancelling on a subspace, not on the whole space. And then algebraic notions again, so the reduced ellipticity means that the intersection of the kernel of A with the wave kernel of B is 0, or contains only 0, and the reduced cancellation meaning that the differential operator B is cancelling only on ker A valued maps. Okay. Maybe let me again give some examples. So if B is the curl, this is what we have seen, then the second condition is trivially satisfied because I said yes, B is also cancelling on the whole space. Then of course it will be cancelling on the smaller subspace. And in 2D, these assumptions says precisely that what we showed, that we need reduced C-ellipticity. What happens for this particular combination from our paper with Stefan Müller and Patricia Neff? We had this combination of Zoom and dev-Zoom curl. And I showed you that, okay, yes, dev-Zoom curl is not cancelling, but this is not what we require. We require that it is cancelling on a smaller subspace, and this is enough. Dev-Zoom curl, it turns out that it is reduced cancelling with respect to the symmetric part. And this is why it then holds true, and we could answer this open question in the affirmative. Okay, let me say a few words about the proof. Again, on the slides I've only touched the case when B is a first-order differential operator,
Okay. Would refer to our paper, hopefully, when it appears on archive for the higher order case. But again, you just need to consider higher order derivatives. And also, we show the sufficiency of the condition, as of this reduced ellipticity and reduced cancellation. And we can actually start, like in the case when p is greater than 1, and perform with this algebraic split and estimate it by this term remaining. And what we want to do, we want actually, we have the L1 norm there, but this is not true. We cannot estimate this remaining part by the L1 norm of BP. And here comes these additional conditions that we needed. First of all, okay, since B is elliptic on L valued maps, this means that, okay, we can take, so B is an elliptic differential operator between C and C infinity functions with values in A and CC infinity functions with values in some finite dimensional space W. And we could actually extend it to an exact sequence, meaning that we can find a differential operator L, which, okay, of some maybe higher order, doesn't matter, and a finite dimensional space F such that the kernel of the symbol map of L coincides with the images of B. So because B only considers A valued maps, this is precisely the condition I wrote down. So maybe think, for example, for this exact sequence of the Ram complex, yeah, with the gradient and the curl. So the curl kills the gradient. Or, for example, think of the Saint-Venant complex with the symmetrized gradient and the incompatibility tensor. And by the way, this Saint-Venant complex, this is precisely, for example, what Sherif used with Philippe Serlet and Christine Mardar to prove Korn inequalities and to derive the further connection. So basically here we do the same, but on a more general, maybe, situation. And okay, and now, okay, this is so far with ellipticity, and now we use this reduced cancellation, yeah? So what was it? This is precisely means that the intersection of the images of B, but you consider only the images, you map only of the smaller subspace, this is trivial. And then from this exact sequence, it follows that, okay, the intersection of the kernels of L contains only 0, but this was precisely the condition of co-canceling. And now we are in situations that we can use van Schaftingen's Stromberg-Gabriel's estimate for co-canceling operators and estimate this bad guy by, okay, here still this co-canceling operator remains, but now we have BP and the L1 norm. Yeah, so this is what we wanted to have. This first term is actually, it looks ugly, but one can estimate it very nicely by the L1 storm of this part map A of P. And then again, the combination of both inequalities gives you the desired L1 KMS inequality, yeah? Also in this borderline case. Again, the interesting case with our classification is that so far all this type of inequalities were treated most of the time separately. But now we have a complete picture, and we can recover all the known examples, but also gain new examples. Yeah? And the only thing we need is to check an algebraic condition. So this is the only thing. Okay, maybe let's stay in 3D and consider curl-based operators. Yeah, because in 3D this is nice. The curl of P is a 3x3 matrix, and we can consider its trace, 3-part symmetric part, trace, 3 symmetric parts, Q symmetric part. Yeah, and let's try to fill this table. So first of all, if A, this part map, is the identity, okay, that's trivial, right? So B could even vanish. So there's nothing to do, even we don't need to check the condition. But anyway, we can even check the condition and see, yeah, it works. Also, if A is the skew symmetric part or the trace part, then it turns that we don't have a reduced ellipticity. So there will be no KMS inequalities. And so here we are interested even when the borderline case P is greater or equal than 1. Yeah? So now the next check marks show that, yeah, here in this, for these constellations, we even have reduced C ellipticity, meaning that all this KMS inequalities holds true also when P is equal to 1.
The next lightnings show that, yes, we don't have reduced ellipticity, so you just need to check the algebraic conditions. And only 4 cases remain, yeah? So there are more maybe delicate, so here we have to distinguish. In some cases, the L1 K-Mason equality holds true, and others not. And now the picture is complete, yeah, for these differential operators. Okay, in my talk, I've talked so much about Korn, Maxwell, and Sobolev. Here are the pictures of these 3 men. And the thank you not only goes to them, but also to you, to the audience, for your attention. Yeah? So thank you very much. Merci beaucoup. Hein? Oh, maybe. Alors, peut-être on peut des questions. Chérie. Ok, super. Okay, so the answer is, maybe I will answer in English, because, okay. No, can I answer the first question? No, so, okay, actually we use techniques from Fourier multipliers, and this we need the whole space, okay, so the exterior domains, okay, this is maybe a good point to discuss, to see what's, okay. Okay. Ok, d'accord. Ok. Ok, d'abord. Merci beaucoup. Oui. Ah ouais, ça c'est très intéressant. Recording stopped.